Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez La Technopole grenobloise, le 5e épisode de la série Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous conseille de commencer par le premier pour une meilleure compréhension globale. La semaine dernière, nous sommes remontés aux origines du capitalisme industriel à Grenoble, avec la création d'une nouvelle classe d'ingénieurs. Et aujourd'hui, nous poursuivons l'enquête pour comprendre plus précisément ce qu'est une technopole et comment s'est épanouie, au cours du XXe siècle, la vocation technoscientifique de Grenoble. Bonne écoute. Alors, on parle de Louis Néel et en fait de ce que Louis Néel change à Grenoble, hein, ou entraîne à Grenoble. Mais peut-être que Louis Néel est juste le nom d'une transformation qui de toute façon aurait eu lieu avec ou sans Louis Néel. Enfin bon. Mais il se trouve qu'il est là. Donc, comme on disait précédemment, c'est grâce à lui, champion de l'électromagnétisme, l'un des scientifiques les plus avancés sur la question à son époque, que le CNRS vient à Grenoble, puis le commissariat à l'énergie atomique, rebaptisé d'une étiquette locale Centre d'études nucléaires grenoblois, ce qui fait que les Grenoblois l'appellent pendant des décennies le singe. Et il s'installe... ce qui n'est pas sans ironie, sur l'ancien polygone d'artillerie. C'est-à-dire qu'il prend la place des militaires, c'est-à-dire là où les militaires s'entraînaient avec leurs obusiers, leurs canons et faisaient leur champ de manœuvre. C'est les laboratoires de la science qui s'installent, ce que Saint-Simon aurait apprécié à sa juste valeur. Lui, pour qui les militaires et les magistrats, les prêtres étaient destinés à disparaître et à être remplacés par les industriels et les scientifiques. Et donc, ce champ de manœuvre est situé entre la rivière du Drac, le Dragon, et la rivière de l'Isère, la Rapide. Et entre la Rapide et le Dragon, il y a donc une espèce de presqu'île qu'on appelle aujourd'hui la presqu'île scientifique. Enfin, on l'appelle, les pouvoirs publics l'ont baptisé la presqu'île scientifique, d'un nom favorable et auspicieux. Et c'est sur cette presqu'île que s'installent donc le CEA, le CNG et tous les laboratoires qui vont sortir du CEA, CENG. Louis Néel, on l'a déjà expliqué, a fait venir une équipe d'anciens sous-mariniers pour bâtir le CEA. Et à leur suite, affluent à Grenoble un nombre sans cesse croissant d'ingénieurs et de techniciens qui évidemment ne viennent pas tout seuls, ils viennent avec leur famille. Et ces ingénieurs, techniciens et cadres, parce qu'il faut bien aussi administrer cette population d'ingénieurs techniciens, changent la population de Grenoble. D'abord, elle accroît la population de Grenoble, et d'autre part, elle la change du point de vue qualitatif, sociologique. C'est le moment d'extension de ce qu'on appellera, de ce que dans les nomenclatures sociologiques et INSEE, on appellera les nouvelles couches moyennes. Ces nouvelles couches moyennes, en fait, vont faire de Grenoble leur chef-lieu politique et symbolique. Tous ces jeunes trentenaires barbus, avec des lunettes assez sévères, austères, mais dynamiques,
Ils en veulent. En fait, c'est la génération du baby-boom, c'est la première couche du baby-boom. Ils veulent refaire le monde, ils veulent le construire, et ils ont une soif de modernité et d'intégrité. Les deux sont liés dans leur esprit et dans leurs émotions, je pense. Beaucoup sont des chrétiens, enfin des cathos, des cathos déconfessionnalisés, ou qui gardent un lien distendu avec l'Église, mais enfin ils sont plus tellement dans la pratique religieuse. C'est eux qui vont fonder le planning familial, entre autres, hein, ou elles. Et ces gens-là, en arrivant à Grenoble, épousent en partie la culture locale, se mettent à la montagne, quoique je ne suis pas sûr que faire de la montagne soit dans la culture locale. Je veux dire, les paysans et les artisans et les boutiquiers, ils peuvent vivre de la montagne, mais faire de la montagne, non. Il faut être touriste, il faut venir d'ailleurs pour avoir envie de faire de la montagne. Voilà, c'est cette fameuse génération dont je vous parlais l'autre fois, qui travaille la semaine dans ses laboratoires et qui le week-end, le samedi et le dimanche, est en anorak ou en vase-escalade et parcourt les trois massifs alentours et les connaît rapidement bien mieux qu'en fait la population locale, parce qu'il la pratique. Bon, et ces gens-là, assez rapidement, s'impatientent de l'archaïsme grenoblois, des pesanteurs et du manque de modernité. Il n'y a pas les lieux de culture auxquels ils aspirent. Il y a des problèmes de transport, la gare n'est pas la dimension, il y a des embouteillages en ville, il y a des problèmes d'infrastructure qu'ils trouvent absolument lamentables dans une ville moderne. L'eau ne monte pas au 5e étage, par exemple. Et donc, ça scandalise ces ingénieurs, techniciens, cadres, et ça les met dans un conflit pratique, matériel, avec les vieux grenoblois, ce que longtemps on appellera d'ailleurs les vieux grenoblois, pour les distinguer des néo-grenoblois, les vieux grenoblois, qui eux appartiennent à une génération plus pépère, hein, qui a fait la résistance, tout ça, et qui va à son rythme, comme on dit. Et c'est pas le même rythme. Or, les Jeux Olympiques d'hiver ultérieurs sont programmés pour se dérouler à Grenoble en 68. Donc l'histoire qui nous intéresse là se passe entre 64 et 68. On est vraiment dans les années 60. Et toutes ces nouvelles couches moyennes, ces nouvelles classes moyennes, on ne sait pas tellement comment les nommer, s'impatientent donc de l'archaïsme grenoblois, et en particulier, ce qui cristallise leur rassemblement à eux, à elles, et leur opposition aux anciennes couches, c'est tout bêtement le problème de l'eau. L'eau qui ne monte pas dans les étages. Et donc, ils fondent autour de Hubert de Bedou ce qu'ils appellent un groupe d'action municipale, un GAM. Et rapidement, il y en a plusieurs. Et puis même d'ailleurs, il y en aura dans toute la France des GAM. Il y aura une tentative de généraliser ça. C'est-à-dire des groupes qui font de la politique à l'échelon local et qui essayent à l'échelon local, d'apporter à la fois des solutions modernes et progressistes. Enfin, le mot progressiste assumant une polysémie. C'est progressiste à la fois du point de vue technique, du point de vue rationnel, et c'est progressiste du point de vue social et politique. Et rapidement, les deux seront confondus, et durablement confondus. Et ces gammes sont également le creuset de ce qu'on appellera plus tard, ou même au même moment d'ailleurs, la deuxième gauche. La deuxième gauche, c'est une gauche qui ne se reconnaît ni dans le bureaucratisme et le stalinisme du Parti communiste, qui est déjà une vieille chose en fait. Il a été fondé en 1920, le Parti communiste, et il porte tous les péchés de Staline, et puis c'est autoritaire, on n'en veut pas. Et d'autre part, la vieille gauche SFIO, Defer, Guy Mollet, qui elle porte les péchés du colonialisme, de la guerre d'Algérie, des pleins pouvoirs, et on n'en veut pas non plus. Donc les partis que vont fonder ces jeunes gens, c'est essentiellement, ou dans lesquels ils vont se reconnaître, c'est essentiellement le PSU, le PSA, Parti Socialiste Autonome, ce qu'ils appellent les clubs. Il y a tout un tas de clubs, Objectif, je sais pas quoi, Objectif 2000, Objectif 69,
les clubs Jean Moulin, et une personnalité qui est un petit peu leur génie tutélaire, qui est Pierre Mendès France. Ces gens qui se sentent le vent en poupe, à la fois parce qu'ils ont le dynamisme du nombre, le dynamisme de la jeunesse et le dynamisme de l'ascension sociale, ce qui fait quand même beaucoup, se présentent aux élections municipales de 65 et contre toute attente prennent le pouvoir. Ils sont élus. Hubert Dubedou est élu. Il reprend quelques anciens socialistes, dont le fils d'un ancien maire, dans son équipe, pour dire qu'il assure le lien générationnel, la transition. Tu vois. Mais enfin bon, c'est eux qui prennent le pouvoir. Et ils font de Grenoble, en quelque sorte, la capitale de cette deuxième gauche, de cette nouvelle gauche. C'est-à-dire qu'ils donnent un ancrage territorial à une nébuleuse qui oscille entre France Observateur ou le Nouvel Observateur, je ne sais pas comment on l'appelle à l'époque, la CFDT, si elle existe déjà, le CFTC déconfessionnalisé, le PSU, l'aile gauche du PS, les clubs, Pierre Mendès France. Une nébuleuse plutôt sympathique. Et eux, ils lui donnent un visage et un territoire. Il y aura un colloque de Grenoble resté fameux. Il y a eu 2 colloques restés fameux de cette nouvelle gauche. Il y a le colloque de Caen, auquel participe d'ailleurs Mendès France, qui a lieu en février 68, sur les questions d'enseignement et de recherche. Et il y a le colloque de Grenoble, qui est un colloque beaucoup plus politique sur comment se former nationalement pour remporter la présidentielle, en fait. Avec un envoyé de Mitterrand qui va essayer de torpiller tout ça, parce que ça ne plaît pas beaucoup à Mitterrand. Quoi qu'il en soit, ces gens prennent le pouvoir à Grenoble, et ils héritent de la préparation des Jeux Olympiques de Grenoble. Ils doivent reprendre le dossier en catastrophe. Ce qui pourrait paraître un désavantage, mais qui en même temps est un avantage énorme, parce qu'ils héritent en même temps du soutien de l'État, de Gaulle, et des crédits qui vont permettre de préparer ces Jeux Olympiques de 68. Et donc ça va permettre de faire une vitrine de la France à la hauteur, parce qu'il n'est hors de question pour le général que la France fasse mauvaise figure et qu'elle reçoive mal ses invités. De Gaulle va venir aux Jeux Olympiques de 68. C'est lui qui va faire l'inauguration, avec la déesse noire, décapotée, tout ça. Enfin bon. Et donc, il donne tous les crédits qu'il faut, ce qui va permettre à Grenoble non seulement d'être la vitrine de la France vis-à-vis de l'étranger, mais qui va permettre à la Nouvelle Gauche d'être la vitrine de la Nouvelle Gauche en France, et même ailleurs. Tu auras un bouquin qui va s'appeler, ou c'est peut-être le Paris Match qui va titrer Grenoble, c'est Brasilia. Ça leur permet de construire la maison de la culture, architecture ultramoderne, inauguration par Malraux. Ça va permettre de refaire la gare, de faire une gare moderne. Ça va permettre de faire la rocade périphérique. Ça va permettre de construire le quartier du village olympique, qui maintenant est juste un quartier sensible. Puis je ne sais pas quoi encore. Et ça installe durablement la deuxième gauche au pouvoir, puisque Dubedou reste maire jusqu'en 1983, où il sera battu par inadvertance et par Alain Carignon. Parce qu'on est tellement sûr qu'il va rester au pouvoir que ses électeurs sont partis passer le dimanche au ski. Erreur fatale. Et Carignon prend le pouvoir par surprise. Et c'est durant cette période, donc sous les 2 mandats de Dubedou, que s'épanouit pleinement la vocation technoscientifique de Grenoble, cette vocation héritée d'Aristide Bergès et puis de l'influence de tous ces entrepreneurs de l'hydroélectricité. Alors je rappelle, hydrométallurgie, hydrochimie, électromagnétisme, électronucléaire, etc. Bon, c'est le moment donc où ils ont à la fois leur vaisseau amiral, le CEA-CENG, la presqu'île scientifique, et en même temps le nouveau campus qui a été construit à Saint-Martin-d'Air. Avant, les universités, les facs étaient en ville. Là, ils ont leur campus. Et ce campus est l'INPG, l'Institut National Polytechnique Grenoblois, démoule chaque année une nouvelle fournée d'ingénieurs et de chercheurs et de scientifiques. Des centaines, des milliers d'ingénieurs qui vont travailler donc dans les instituts de recherche, mais ça ne suffit pas.
Donc beaucoup fondent leur boîte, comme on dit. Soit ils fondent directement leur boîte, soit ils sont dans ces instituts de recherche, ils font une trouvaille, ils déposent des brevets, et ces brevets donnent lieu à innovation et valorisation, donc des boîtes. Et c'est donc à ce moment-là qu'est fondée ce qu'on va appeler la ZIRST, la zone d'innovation et de recherche scientifique et technique, de mémoire. La ZIRST, matériellement, c'est donc une zone en dehors de Grenoble, dans la vallée du Grésivaudan, qui est dédiée à toutes ces jeunes pousses, tous ces essaimages. Et il faut donc comprendre que c'est en fait le vase d'expansion du CEA-CENG et du campus. La ZIRST n'est pas concevable sans, en amont, d'un côté le campus et les instituts qui forment des jeunes ingénieurs, scientifiques, chercheurs et compagnie, et d'autre part, sans le CEA-CENG. C'est aussi à cette époque-là, donc fin des années 60, que s'installe à Grenoble IBM. Et c'est aussi une étape importante parce que pour la première fois, IBM s'associe à un laboratoire universitaire qui est celui de l'IMAG, donc l'Institut de mathématiques appliquées de Grenoble, et qui va déboucher sur la branche, disons, informatique de Grenoble. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le CEA avec le nucléaire et des recherches de pointe dans ces domaines-là. Et puis au-delà du nucléaire, on verra que le CEA ensuite en fait devient une sorte d'énorme producteur de champs de recherche très divers. Et puis de l'autre côté, il y a l'informatique qui a été vraiment la deuxième jambe de la technopole grenobloise pendant longtemps, à la fois du point de vue matériel un petit peu, mais surtout du point de vue logiciel. Et ça deviendra très important au tournant du basculement numérique, vraiment. Et les liens qui auront été créés entre IBM et le milieu universitaire de la recherche à ce moment-là permettront d'aller très vite, d'accélérer, de faire en sorte qu'ici, on va très vite sur ensuite la nanoélectronique avec ST Micro, mais tout ça fait ce que tous les technocrates aiment à nommer l'écosystème grenoblois. Qu'est-ce que ça veut dire l'écosystème ? C'est juste une métaphore du vivant pour dire qu'ici, on trouve, ça fait des synergies, c'est aussi un mot qu'ils aiment beaucoup, la fameuse synergie recherche-industrie, entre autres, mais ça veut dire qu'on a sous la main, en fait, toutes les compétences et tous les champs de recherche, et qu'à un moment donné, ils vont pouvoir se croiser. Alors, je pense que dans les années 60, c'est encore un peu nébuleux, mais quand on va arriver au tournant des années 90-2000, où on commence à parler de technologies convergentes, de sciences convergentes, alors à ce moment-là, on comprendra à quel point Grenoble est un lieu important. Mais ça, on y reviendra plus tard. Mais en tout cas, c'est dans ces années-là que se posent ces premières pierres, quoi. La comparaison a souvent été faite. On va dire Grenoble, c'est on parlera de la Silicon Valley grenobloise. Enfin, en parlant de la ZIRST, de tout ce système entre la presqu'île scientifique, le campus, la ZIRST, on dira la Silicon Valley grenobloise. Bon, c'est un peu publicitaire parce que les Grenoblois aiment bien se faire mousser, enfin les néo-Grenoblois aiment bien se faire mousser et chercher des comparaisons supposées prestigieuses. C'est pas complètement faux, dans le sens où quand on examine, nous on a regardé un petit peu de près ce que c'était que la Silicon Valley, mais effectivement c'est ça. La Silicon Valley, c'est la vallée de la Santa Clara, de la même façon que ici c'est la vallée du Grésivaudan. Le Grésivaudan, c'est la vallée de l'Isère. La Santa Clara, c'est une rivière. Et des deux côtés, c'est des vallées où il y avait des maraîchers, des cultures. C'était des vallées magnifiques. Et puis, à un moment donné, ça sert d'expansion. Alors, la Santa Clara sert de vase d'expansion à l'université de Stanford, l'université de San Francisco. Et le Grésivaudan sert de vase d'expansion à l'université de Grenoble. Bon, voilà. Et le parallèle est pertinent. Et c'est vraiment la même chose. La vallée de la Santa Clara, tu as tous ces ingénieurs qui sont issus de la fac locale, de l'université locale, ou quelquefois du MIT, mais plus souvent, et qui vont... il y a cette image de l'entreprise qui naît dans un garage, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, c'est pas n'importe quel garage non plus, faut voir.
Mais c'est vrai ça. Enfin, tous ces entrepreneurs, Hewlett et Packard, tous ces types-là, enfin bon, moi j'ai interviewé Steve Jobs dans une autre vie, etc. C'est vraiment tous des ingénieurs qui sont issus de l'université. C'est des morveux en blue jean déchiré et t-shirt, ou bien dans les générations d'avant avec les cheveux en brosse et les petites lunettes. Mais ça revient au même, c'est des jeunes qui ont une idée et qui y vont, et on leur file du capital et ils se développent. Et bon, c'est ce qui va se passer à Grenoble, c'est ce qui donne lieu, ça je vous en avais touché un mot la dernière fois, au développement endogène innovant, dont parlent Pierre Boisgontier et Michel de Bernardi de Sigoyer. C'est documenté dans un petit bouquin qu'ils ont publié aux presses universitaires de Grenoble. Ça s'appelle Graines de Technopole, où ils font la théorie générale des technopoles. Bon. Et d'autre part, sur Grenoble, il y a un autre livre de référence, c'est Le mythe blessé de Pierre Frappat, paru chez Alain Moreau, je ne sais plus quand exactement, 83, quelque chose comme ça. Bon, c'est de là en grande partie qu'on peut tirer ce savoir. Mais il y a eu une vingtaine de bouquins au bas mot autour de Grenoble et de tout ça. Je vous donne les deux principaux, c'est les deux que sais-je, quoi. De revenir sur ce terme de technopole que tu viens d'utiliser. Alors le terme de technopole, techniquement, strictement parlant, Grenoble est la première des technopoles en France, la mère des autres technopoles. Et donc c'est une technopole qui n'est non pas planifiée et décidée par l'État, n'en déplaise aux planificateurs progressistes et aux économistes dirigistes. Et d'ailleurs dans l'esprit de Boisgontier et Bernardi de Sigoyer, c'était un plus, c'était vraiment quelque chose à valoriser, le fait que c'était spontané, que ça poussait de Grenoble. Mais donc c'est issu du tissu, ce qu'ils appellent le tissu grenoblois, l'écosystème grenoblois, ce va-et-vient perpétuel entre des entreprises, Merlin et Gérin, c'est comme Hewlett et Packard, c'est ou comme Nerpic comme Néré et Picard qui font Nerpic, Donc c'est d'un côté les entrepreneurs, les ingénieurs, les scientifiques, les pouvoirs publics, et tous ces gens grenouillent. Ils font des commissions, ils se rencontrent, ils ont des discussions ensemble, et grâce à une bonne volonté réciproque de pragmatisme, ils décident de projets en commun et ils font des choses ensemble, à l'échelon local, néo-grenoblois. Quand tu dis pragmatisme, c'est un pragmatisme bien particulier C'est un pragmatisme qu'on peut juger relativement apolitique, non idéologique, dépolitisé. C'est un pragmatisme qui coupe l'omelette par les deux bouts. Le Parti communiste n'est pas dans le coup, et l'extrême droite, pour ce qui en existe à l'époque, n'est pas dans le coup non plus. Ce sont les gens de bonne volonté, qui partagent cette espèce de bonne volonté catho-laïque, mais en fait rationnelle, moderniste, où le modernisme tient lieu d'idéologie, le modernisme et le pragmatisme. Entre gens de bonne volonté et intelligents, on peut se comprendre et on peut faire des choses ensemble. On peut peut-être pas tout faire ensemble, et on garde son quant à soi politique ou religieux ou je ne sais quoi. Mais sur ces choses-là, on peut s'entendre. C'est aussi ces mêmes catégories qui écrivent le récit grenoblois. À travers la technopole, le récit qui est fourni, c'est l'idée qu'ici, il ne se passait rien, il n'y avait rien. C'était une bourgade perdue dans les montagnes, privée de matières premières, ce qui est faux parce qu'en fait, il y avait l'eau. Et à l'écart des grandes voies de circulation, du commerce, donc vouée au dépérissement, finalement. Et par l'intervention des ingénieurs, soudain, cette ville, cette bourgade, se métamorphose en technopole. Et donc, la technopole, ça signifie que la ville et ses habitants doivent leur prospérité
non pas à l'exploitation de matières premières ou ainsi de suite, mais le récit qu'on aime propager ici, c'est que la matière première exploitée et qui fait la prospérité de la ville, c'est la matière grise. Donc la technopole, c'est le fait de faire fructifier, de valoriser le produit de toutes ces recherches qui, dès le départ, sont envisagées comme une source d'enrichissement, de développement. Donc ça veut dire que la recherche, elle sera forcément appliquée. On n'est pas en train de se raconter des histoires sur la science pure, désintéressée, enfin simplement l'amour de la science, etc. Ici, quand on parle de pragmatisme, c'est ça aussi, c'est-à-dire que la science, il faut que ça serve à développer la ville, à enrichir ses habitants, et ainsi de suite. C'est Michel Destau, donc le maire socialiste qui sera élu en 1995, qui disait les choses de façon assez brute et sans trop de finesse, mais qui avait dit il faut qu'on comprenne qu'on est assis sur une véritable mine d'or à Grenoble. Et la mine d'or, c'était ça. C'était le produit de la matière grise qu'on allait valoriser, on va développer des brevets et les entreprises qui vont avec, etc. Et donc la technopole, c'est ça. Et c'est aussi le fait que rapidement, on voit dans la ville elle-même, la ville comme lieu de vie, comme espace de vie, l'urbanisation. L'urbanisation prend la marque de cette présence-là, de la technoscience, en fait. Et c'est aussi la technopole, le développement urbain d'une ville qui va à la fois se développer pour servir les besoins et les intérêts de ces ingénieurs techniciens CAD, c'est-à-dire en effet, il leur faut des infrastructures culturelles, des infrastructures de déplacement, il faut un petit peu développer tout ça et ça va aller très vite à partir des années, la fin des années 80, même avant, parce que Carignon, on peut dire que lui aussi, après tout, c'est grâce à lui qu'on a notre World Trade Center quand même. Mais le synchrotron aussi. Et aussi le synchrotron, il a fait venir à Grenoble le synchrotron, c'était une énorme infrastructure de recherche fondamentale et appliquée qu'on se disputait avec Strasbourg. Et c'est justement en vantant l'écosystème grenoblois que Carignon a réussi à faire venir le synchrotron ici. Mais bon, bref, en tout cas, à partir des années 80 et surtout 90, on voit cette ville muter, y compris donc du point de vue physique et urbain, pour répondre à son statut de technopole et aux exigences de sa population technopolitaine. Ça se voit aussi dans la ville, quoi. Pour te dire à quel point ça crée un particularisme grenoblois, Louis Néel, qui n'est pas grenoblois, il vient d'ailleurs. Mais enfin, quand il vient à Grenoble, c'est parce qu'il a entendu dire qu'il y avait à la fois des locaux disponibles et des industriels dynamiques et prêts à l'aider. Et Louis Néel, une des premières choses qu'il fait à Grenoble, c'est de fonder une entreprise. Il fonde la SAMS avec des actionnaires. Enfin, lui, il est actionnaire de la SAMS, tu vois. Enfin, et il pousse ses collaborateurs, ses ingénieurs il passe des contrats avec les entreprises, il bosse avec les boîtes. Il n'est pas question c'est pour la recherche appliquée qui fait ça, l'innovation. Et d'autre part, sur la question des technopoles, tu as assez rapidement, je crois que c'est en 83, à vérifier, la revue Autrement, qui est maintenant devenue une maison d'édition. Mais pendant très longtemps, Autrement, c'était une revue. Tu as un numéro spécial de Autrement sur les technopoles. Et en fait, ça parle de Grenoble. Et dans ce numéro de Autrement, tu as des articles de Pierre Boisgontier et de Michel de Bernardi, de Sigaud. Et tu as un article aussi de Philippe Merlan, qui à l'époque est le correspondant local de Libération à Grenoble. Enfin, c'est un copain. Bon. Et donc là, on est encore dans l'exaltation de la grenoblitude, entendue comme esprit d'entreprise, pragmatique, smart, malin, plein d'initiatives et à petite échelle. Il y a aussi l'idée, je regrette de dire que Boigon et Sigaud, à un moment donné, s'entichent du slogan de Schumacher, « Small is beautiful ». Ils ne seront pas les seuls d'ailleurs, hein. Et lui, il a eu un passage comme ça, Gorz aussi, enfin bon. Et ils partent dans
dans un délire, je ne peux pas dire autrement, quoi. Ils font fausse route. Ils partent dans un délire sur la petite entreprise, la jeune pousse, la petite entreprise, et le micro-ordinateur. Et ils font un lien entre les deux. Et ils s'imaginent que grâce au micro-ordinateur et à la micro-entreprise, on va pouvoir restaurer une espèce de néo-artisanat grenoblois hautement qualifié. Vraiment, ils le voient comme ça. Enfin, je ne sais pas quoi... Bon, on n'en a pas parlé, mais j'imagine qu'ils voient ça un petit peu comme une résurrection de l'atelier de Léonard de Vinci, ou je ne sais pas qui. Ils fantasment un peu. Bon, puis il faut qu'ils vendent leur sujet. Ils sont chercheurs, hein. Mais ils voient ça un petit peu comme ça. Pour conclure sur le chapitre Technopole, ou conclure ou non d'ailleurs, ceci dit, l'État central voit que Grenoble, l'exemple grenoblois, la Technopole grenobloise, voit que cela est bon. Et donc, d'une part, il abonde sans cesse au projet grenoblois, en se disant là, on a un truc qui marche, donc il faut se renforcer sur nos points forts. Donc, chaque fois que les Grenoblois vont se faire une spécialité, c'est ancien déjà, ça date d'avant la guerre. Ils se font une spécialité de recueillir la manne d'État. Chaque fois qu'il y a des appels à projets, chaque fois qu'il y a des moyens de tirer de l'argent à l'État, sous une forme ou sous une autre, hop, les Grenoblois montent à Paris. Chaque fois qu'il y a des appels à projets, ils se présentent. Et comme ils sont déjà forts, on dit ce serait idiot de disperser les crédits n'importe où. Il faut renforcer là où on est fort. Donc ça fait ce qu'on appelle un cercle vertueux, ou bien tout bêtement un effet boule de neige. Plus on leur donne de l'argent, plus ils sont performants, plus on leur donne de l'argent. Bon, ça c'est un point. Et d'autre part, l'État essaye de dupliquer l'exemple grenoblois, ce qui donne lieu à Sophia Antipolis, qui pour le coup est une création artificielle venue d'en haut. C'est pas du développement endogène, et ça va faire Toulouse aérospatiale, Rennes télécom, Nancy Strasbourg ou Lyon chimie, etc., etc. Et dans les années, plus tard, dans les années 2000, il me semble que c'est sous Sarkozy, mais c'est peut-être avant, quand on a commencé à créer les pôles de compétitivité, les fameux pôles de compétitivité qui devaient être spécialisés. Il y en avait des d'envergure nationale et d'autres d'envergure internationale. C'est là aussi le modèle grenoblois qui a été utilisé. Et c'est vraiment dit comme ça dans les documents officiels. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'on s'inspire de ce modèle-là. Toujours la même chose, hein, la synergie, tout le monde travaille ensemble, il y a une bonne coordination, et ainsi de suite. Et tout ça est évidemment, encore une fois, largement alimenté par des fonds publics. Grenoble va notamment avoir le pôle de compétitivité qui s'appelle Minalogique. Donc Minalogique, c'est pour micro et nanotechnologie, et Logique, c'est pour logiciel, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'association des deux pôles, qui existe toujours. Sous ce label ont vu le jour une quantité faramineuse de projets de recherche appliqués, d'entreprises, avec des financements. Et par exemple, une chose qu'on ne sait pas beaucoup peut-être, mais c'est que depuis les années 2010, il y a un plan nano qui, tous les 5 ans, fait pleuvoir sur la région, mais des milliards d'euros. Depuis le début, j'avais fait le calcul, mais c'est des sommes colossales. Donc on a eu Nano 2012, Nano 2017, Nano 2022, là on a un Nano 2027. À chaque fois, c'est des financements colossaux et qui vont toujours à peu près alimenter la filière nanoélectronique, ST Micro, ses prestataires, mais aussi toute la myriade de petites entreprises qui sont autour. Et donc tout ça fait une économie quand même largement dirigée, il faut le dire. C'est pas seulement le privé, c'est énormément de l'argent public et des programmes de recherche et de développement public. Et voilà,
On a remonté le cours de l'histoire de notre technopole grenobloise jusqu'à aujourd'hui, et même jusqu'à 2027. Donc on a bien saisi ce que c'est concrètement une technopole, et on arrive ici sur la question des nanotechnologies. Alors nano c'est quoi? Nano pourquoi faire? Et quels problèmes sociaux et écologiques ces technologies soulèvent? Et bien tout ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, dans le 6e épisode de notre feuilleton Face au monde machine. D'ici là, eh bien, merci pour votre écoute. Comme d'habitude, partagez ce podcast s'il vous a plu. C'est la meilleure façon de nous soutenir. Et à la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.